Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le premier All Elite Wrestling Dynamite Recap. Hein, c'était réclamé. Vous vous inquiétiez en fait pour moi, vous dites regarde Raw, regarde SmackDown, mais regarde All Elite, c'est plus toi la cible, hein, c'est plus fait pour les fans de catch, c'est l'alternative. Mais je vous rassure, je regarde All Elite chaque semaine, et ce que j'y vois me plaît quand même pas mal, puisqu'en effet, produit un peu plus à destination, bien entendu, des fans de catch, mais il faut pas perdre non plus l'intérêt que ça reste un format télé, hein, qui doit, je pense, attirer de nouveaux spectateurs et téléspectateurs, notamment chaque semaine. Donc j'ai toujours de l'intérêt pour All Elite Wrestling Dynamite, et grâce à vos copains du FC Twitch, hein, qui ont fait péter les sub-goals, bah voilà, hein, on se retrouve sur une version test de All Elite Wrestling Dynamite Recap, où je vais vous chroniquer l'épisode de cette semaine qui s'est déroulé dans la nuit du mercredi 5 mai au jeudi 6 mai, Blood and Guts, épisode spécial de Elite Wrestling Dynamite, puisque le main event verra s'affronter Inner Circle, le clan phare de Elite Wrestling, qui existe depuis sa création avec à sa tête Chris Jericho, contre le nouveau clan formé par MJF, le Pinnacle, le sommet, comme aimerait qu'on le traduise ainsi le leader lui-même MJF, très inspiré, tu vois, des factions old school et notamment des Four Horsemen, hein, puisque quand t'as Tully Blanchard, tu vois à tes côtés des mecs comme les ex-Revival, FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler, t'es un petit peu dans une vibe old school. Et Blood and Guts, qu'est-ce que c'est? Bah c'est le concept du Wargames appliqué chez All Elite Wrestling, quelque chose qui tenait à cœur à l'un des fondateurs, Cody Rhodes, hein, puisque le créateur des Wargames n'est nul autre que son papa, Dusty Rhodes. Ils ont pas pu appeler ça Wargames puisque le nom est très marqué par WWE, mais ils vont y ajouter, tu vois, leur spécificité. On aura une cage avec un toit fermé posé au-dessus de 2 rings. Pas de changement sur la règle de il faut que tous les catcheurs soient rentrés pour que le match puisse être remporté, que je trouve un peu con, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lorsque je commentais les Wargames de NXT. Pas de tombée, seulement des soumissions, et ou bien, tu vois, l'autre manière de gagner, c'est que les catcheurs disent on abandonne, on se rend, surrender, tu vois. Ça sera tout l'idée de cette fin de match qui a fait couler de l'encre, hein, sur les claviers. Un petit peu dans l'idée du fameux pétard mouillé du précédent pay-per-view, donc ça, on y reviendra bien entendu. J'ai mon avis là-dessus, hein, j'en parlerai à la fin de cet épisode. Assez peu de backup sur les histoires, je vais arriver comme si vous connaissiez All Elite Wrestling, comme ça même si vous voulez découvrir All Elite Wrestling à travers cette review, ça me permettra de savoir si vous arrivez vous-même, tu vois, à raccrocher les wagons, en regardant le produit, bien entendu. C'est disponible en français, commenté par Norbert Feuillant à la Mistrangelo chaque mardi soir sur la chaîne Toonami. Et c'est, tu vois, quelque chose, moi, que je reproche d'entrée, tu vois, à All Elite Wrestling, parce que j'ai un peu de seul hein, sur All Elite Wrestling, bien entendu. C'est qu'à la différence de WWE, qui, elle, cherche toujours à conquérir un nouveau public, c'est pour ça que sans arrêt, on nous remonte des images de ce qui s'est passé il y a 10 minutes pour satisfaire, tu vois, les amateurs de Zap. All Elite Wrestling, ils font peu ça. Et d'ailleurs, c'est assez dur de bien s'investir dans les programmes quand t'as pas toutes les références, et bah, j'y reviendrai parce que ça peut pêcher pour certains, et ça je l'entends parfaitement. Un truc en revanche que j'aime bien avec All Elite Wrestling, c'est que d'entrée on nous annonce les matchs de la soirée. Donc le main event, Inner Circle contre Pinnacle, Blood and Guts, c'est l'attraction phare. On aura également Cody Rhodes contre QT Marshall, SCU, Jurassic Express, les Varsity Blondes et The Acclaim dans un Fatal 4-Way pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat par équipe des Young Bucks qui seront disputés la semaine prochaine. Le docteur Britt Baker en action. Et enfin l'opener, le champion suprême et ultime Kenny Omega fera équipe avec son valet, son assistant, sa bonne à tout faire, Michael Nakazawa, contre Jon Moxley et Eddie Kingston, à la version un petit peu catchesque de bloqué, tu vois, d'Orelsan et de Cringe. C'est un peu rigolo hein, de les voir faire ça, moi il m'amuse un peu. Mais c'est un programme qui s'essouffle, et j'y reviendrai. Donc on commence, tu vois, avec du catch. Même si c'est pas du catch tout de suite, il y a une petite promo de Don Callis, qui est le manager de Kenny Omega, qui est l'instigateur des portes interdites, puisque All Elite Wrestling est désormais en partenariat avec Impact Wrestling, mais également avec d'autres compagnies à travers le monde comme AAA ou New Japan Pro Wrestling. D'ailleurs, Kenny Omega qui est pas là. Hein. Don Callis, il nous dit Omega, il a pas pu venir, mais rassurez-vous, puisque Michael Nakazawa est là, et il est à mettre, tu vois, au même rang que toutes ces légendes du Puroresu, et là le mec cite Inoki, Giant Baba, Kazuchika Okada, Kota Ibushi. Nakazawa il est pas content, hein, parce que bon déjà Nakazawa il est pas portrayé comme un mec très très fort hein, chez All Elite Wrestling, c'est le bouffon de service, et bah, c'est un bouffon qui va probablement amuser Eddie Kingston et Jon Moxley qui font leur entrée et qui se font attaquer
en lâche et en surnois par Kenny Omega, le champion. Le match débute bien entendu donc avec un léger avantage pour Omega et Nakazawa qui va se retourner autour du match. Ça va durer 8 minutes, c'est pas du tout entrecoupé de pub et j'ai oublié de préciser une chose, je regarde toujours All Elite Wrestling dans sa version complète, c'est-à-dire la version sans pub. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont une version complète sans pub qui est pas diffusée sur TNT mais je crois qu'elle est sur Fight. Il y a 0 pub et ça permet un meilleur investissement. Hein, voilà. Mais il faut savoir que All Elite Wrestling, régulièrement, le premier match qui ouvre le show est jamais coupé de la moindre pub. Donc un match avec uniquement du star power, puisque bon, Moxley et Kenny Omega, c'est un petit peu les deux grosses têtes d'affiche de la compagnie, mais un programme qui s'épuise, hein, parce que là, les mecs feud depuis le mois de décembre. Omega va se montrer particulièrement lâche et abandonner Nakazawa à son sort. Victoire de Ambrose et de Kingston, qui vont derrière se faire attaquer par les potes de Kenny Omega, à savoir les Young Bucks, les champions par équipe qui ont tourné il récemment, et les Good Brothers. Voilà, le clan de la super élite. J'espère, moi, qu'après ça, on aura peut-être un programme entre les Young Bucks, Kingston et Moxley, qui redonnerait peut-être un petit peu d'air frais à cette grande guerre qui n'en finit jamais. J'ai beaucoup de mal avec le nouveau Kenny Omega en tant que champion du monde, il est plutôt bon en promo, j'aime bien le personnage, en revanche, je trouve ça totalement con de le voir présenté comme quelqu'un de particulièrement lâche et couard, donc ça veut un peu dire que le meilleur catcheur du monde, l'idée de tous ses accomplissements se repose à chaque fois sur des blagues. Et d'ailleurs, ça va un peu à contresens, je trouve, de ce que veut nous proposer All Elite Wrestling, à savoir les meilleurs catcheurs, le meilleur du catch. Et pas forcément, j'ai pas envie de voir Kenny Omega être portrayé comme le Miz. Double or Nothing, qui sera le pay-per-view anniversaire de All Elite Wrestling, ça sera le 30 mai. Hikaru Shida, la championne féminine, affronte Dr. Britt Baker. C'est un match que j'attends tout particulièrement, parce que ça va être l'occasion de vraiment voir si Britt Baker, elle confirme les progrès qu'elle a fait au courant de l'année. Kenny Omega, il y aura une grosse annonce autour de son futur aspirant numéro 1 au championnat. Ça va me plaire, parce que on va peut-être un petit peu changer de programme. Ça sera pas Moxley. Bien entendu, Inner Circle contre Pinnacle, hein, on nous redit que ce soir, dans le main event. Mais Cody contre QT Marshall, c'est tout de suite. Et là, voilà, parlons de ce programme, qui est probablement l'un des programmes qui m'intéresse le moins chez All Elite Wrestling. Et pourtant, ça part d'une excellente idée. Le postulat de base, il est super. QT Marshall, c'est un mec qui a été validé par Cody Rhodes au lancement de All Elite Wrestling comme un mec qui a jamais eu sa chance, tu vois, de briller à la télé, mais qui est expérimenté et qui a des choses à montrer. Ce fameux QT Marshall, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une école. Il avait The Factory, tu vois, une école de catch, pour s'y associer et créer la Nightmare Factory, tu vois, l'école de développement de Cody Rhodes. Sauf que QT Marshall, pendant toutes ces années, de lancement de Elite Wrestling, enfin toutes ces années, ça fait que 2 ans, hein, voilà, c'est 1 an et demi, même si tu prends juste la partie télévisée avec Dynamite, il a toujours été montré comme un sidekick, dans une équipe pas forcément, tu vois, très craint, avec Dustin Rhodes, hein, le frère de Cody, QT Marshall. Et d'un coup d'un seul, tu vois, il trahit Cody, donc ok, mais est-ce qu'il a suffisamment de matière pour qu'on s'investisse en lui? Je pense pas, je trouve que c'est un excellent programme, qui aurait été parfait si on avait un peu plus insisté au fil du temps pour un peu plus de storytelling entre Cody et QT. J'ai l'impression qu'on a un petit peu pressé les choses, mais ça risque de développer des trucs intéressants parce que QT Marshall, lui, il fait la promotion de 3 catcheurs, Nick Komorodo, Anthony Ogogo, et on y reviendra sur Anthony Ogogo, qui est un ancien boxeur médaillé de bronze, je pense, aux Jeux Olympiques de 2012, et Nick Komorodo, que je trouve rare. J'ai dit Aaron Solo, Nick Komorodo et Anthony Ogogo. Tout le monde se termine par O, cherchez pas, il n'y a que QT Marshall. Donc, le match est cool, un très bon match de catch, voilà, on cherche pas à en faire non plus des caisses, c'est un peu violent, ça reprend des codes de l'old school, de toute façon, Cody, il est un petit peu dans ce délire de tradition et valeur niveau catch, il vient accompagné d'Arn Anderson, très américain, tu vois, avec ce fameux tatouage, la Nightmare Family, tu vois, le drapeau américain en fond, tout ça. QT Marshall fait une super perf. Il va essayer, tu vois, il va piquer le finish de Cody Rhodes pour un compte de 2, malheureusement. Il va voler également le Diamond Cutter de DDP, qui est proche de la famille des Rhodes, pour, tu vois, un petit peu plus se moquer, mais compte de 2 également. Il va résister au Crossroads de Cody Rhodes. Autant finish plutôt protégé, dégagement compte de 2 pour QT Marshall, qui en ressort assez fort. Il y a eu pendant le match, ça fera plaisir à Norbert Feuillant, parce qu'il appelle affectueusement QT Marshall son cucu, justement, il s'est retrouvé cul nu. Est-ce que c'était accidentel ou pas? La caméra l'a flouté. Et dans le final, figure 4 leg lock. Cody met over quand même depuis le temps. QT Marshall abandonne, ce qui va permettre dans l'aftermatch à Anthony Ogogo de venir mettre une grosse droite qu'il est en train de mettre over toutes les semaines. On le voit mettre une droite à quelqu'un au niveau du foie ou de l'estomac, je sais pas exactement. Et les gens s'en sortent pas, ils meurent. Gros coup de poing dans le bide. Et j'ai trouvé ça assez maladroit de terminer sur un plan où le héros américain Cody Rhodes se fait recouvrir du drapeau britannique de Anthony Ogogo.
peut-être quelque chose qui marchait bien, tu vois, dans les années 80-90. J'aurais tellement préféré qu'on le recouvre, tu vois, du drapeau avec le sigle de The Factory, tu vois, l'école et le clan de QT Marshall, le drapeau britannique, je sais pas. Surtout que c'est un truc un peu mortuaire, tu vois, c'est un symbole un peu mortuaire de recouvrir, tu vois, le corps de quelqu'un par un drapeau. Je sais pas si c'est particulièrement un bon move. Ça me dérange un peu, voilà, je préfère être transparent. Maintenant, c'est bien pour essayer de mettre au gogo un petit peu plus over, créer une nouvelle star. Sauf que là, ils sont vraiment en train de créer beaucoup de stars à la fois. Enfin, c'est une de leurs forces, hein, il faut pas leur reprocher, parce que désormais, dans les nouvelles stars qu'ils arrivent à créer, ils peuvent occuper le main event sans problème. Donc une image de fin, je le disais, qui me dérange et qui laisse, bien entendu, nos commentateurs, Jim Ross, Excalibur et Tony Schiavone, bah eux aussi, totalement pantois. On nous remontre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Darby Allin et Sting, son manager Sting, la légende Sting qui se fait attaquer par Scorpio Sky et All Ego et Ethan Page. Alors les deux, là on les a associés, Scorpio Sky et Ethan Page, un peu je trouve sans raison, ça tombe comme ça, c'est comme un cheveu dans la soupe. Pour être interviewé par Alex Marquez, on s'en fout, Alex c'est l'équivalent, tu vois, de tous les intervieweurs chez WWE. D'ailleurs je le trouve un petit peu en mode parodie. Hein, parce qu'il y a toujours des questions pertinentes, il se fait chambrer d'ailleurs pour ça, c'est un peu rigolo. Scorpio Sky qui dit qu'il en a marre que Sting suce le sang de tout le monde. Scorpio Sky se prétend être lui la franchise de All Elite Wrestling et All Ego Ethan Page. Lui il va faire une promo sur Darby Allin, très ciblée, qui va faire écho à tous leurs programmes qu'ils ont eu avant d'être chez All Elite Wrestling. Parce qu'ils ont eu une grosse feud, il faut le savoir, dans le passé, du côté de Evolve, qui a mis un peu les deux catcheurs sur la carte, d'ailleurs, un excellent programme, avec des matchs très violents, donc une chimie qui est assez cool entre les mecs. Mais là, je me dis, vu que All Elite Wrestling, bah, ils n'ont pas la possibilité de diffuser des images de Evolve, hein, qui appartiennent aujourd'hui, en plus de ça, à WWE, ça va être dur, en fait, d'investir les gens si c'est juste sur des on-dit, parce que t'as l'impression que l'Elite Wrestling, il présente ça comme si c'était acquis. De cette promo, Darby Allin, il va venir attaquer les deux, mais à 2 contre 1, forcément, même s'il fait des belles choses, hein, il va faire un coffin drop depuis le haut d'une structure sur je sais plus qui, il va se faire balancer dans les escaliers, il va se péter le bras, il y a les médecins qui viennent autour de lui pour savoir si ça va bien, et ça aura, une petite incidence sur une déclaration qui va être faite la semaine prochaine, quant à son futur challenger. Ça part à la pub, retour de pub, Britt Baker, elle a un petit match contre une nana qui s'appelle Julia Hart, ça dure 1 minute 30, c'est un beau squash des familles pour donner du momentum à Britt Baker. Est-ce que c'était bien nécessaire, puisqu'on avait déjà annoncé qu'elle serait, quoi qu'il en soit, la challengeuse à Hikaru Shida. Derrière, petit angle, un petit peu rigolo, une petite vidéo de Taz qui décortique, tu vois, les mouvements de Christian Cage, parce qu'il y a une feud entre les poulains de la team Taz et Christian Cage qui vient de signer dans la compagnie. Et justement, il analyse, tu vois, les placements de jambes de Christian Cage. Tu vois, il prépare petit à petit une stratégie pour essayer d'amener ça contre son poulain principal, à savoir Brian Cage. Donc il va y avoir un match Christian Cage, Brian Cage. Évidemment, toutes les blagues ont été faites, et on espère que ça sera un match en cage d'ailleurs, pour que le délire soit respecté jusqu'au bout. C'est assez étonnant de voir ça, tu vois, dans le catch, parce que moi j'aime bien qu'on prenne, tu vois, un aspect un petit peu plus sportif. Là, ils ont mis en plus, tu vois, des petits schémas, des petits cercles. Là, la position sous genou pour donner plus d'impulsion. Le Fatal 4-Way pour déterminer les aspirants numéro 1 par équipe au championnat des Young Bucks. Ça montre aussi un petit peu les limites de ce fameux système de rankings qu'a mis en place All Elite Wrestling, parce que dans ce Fatal 4-Way, on retrouve les 4 équipes qui sont le mieux classées, donc qui ont le meilleur ratio de victoires-défaites de l'année 2021, et parmi ces équipes, il y a par exemple celle qui fait son entrée la première, les Varsity Blondes, composées de Brian Pillman Jr. et de Griff Garrison, que j'ai pas le souvenir de les avoir vus gagner quoi que ce soit Dynamite cette année. En fait, ils gagnent tous leurs matchs dans les programmes secondaires, à savoir Dark et Dark Elevation, qui sont diffusés sur YouTube, et pas du tout à la télévision. Bah, ça permet quand même de les amener avec un ratio, tu vois, de victoire-défaite suffisant pour être dans les 5 meilleures équipes de la compagnie. Merde alors. Tu vois, c'est ça qui est très étonnant avec ce système de rankings. Et c'est même pas, tu vois, l'équipe qui est numéro 1 qui s'octroie, tu vois, ce title shot. On fait quand même un Fatal 4-Way pour vraiment savoir si celle qui est numéro 1, elle mérite vraiment. Donc, Jurassic Express, que j'adore. Si j'étais gamin, si j'avais 5, 6 ans, 8 ans, j'adorerais, tu vois, avoir des figurines de Luchasaurus, de Jungle Boy, des t-shirts. Je trouve qu'ils sont pas suffisamment trademarkés. Et on aurait dû en faire peut-être des champions plus vite du côté de Elite Wrestling, parce qu'ils ont vraiment ce facteur star méga babyface où là, quand le public va revenir, parce que là pour Double or Nothing, j'ai oublié de le dire, le public revient salle complète là pour le 30 mai. Là, il faut faire quelque chose pour eux, il faut commencer à builder un truc fort autour de cette équipe, parce que voilà, c'est des babyface absolument géniaux.
Mais c'est pas pour eux. Hein. Cette semaine, ça sera pour Kazarian et Christopher Daniels, qui ont une histoire qui a raconté avec les Young Bucks déjà depuis pas mal de semaines. Hein. Ça commence déjà à redater au mois de décembre. Et même si tu reprends toute leur histoire, tu vois, chez Ring of Honor, tout ça, tu peux remonter encore à beaucoup plus. Et surtout, ils se sont dit en décembre, si on perd un match à l'avenir, si on vient à perdre un match en équipe, on se sépare. Définitivement. Donc là, ils ont pas perdu le match. Si là, ils perdent ce soir, ils se séparent. Donc on s'attend bien entendu à ce qu'ils gagnent pour aller affronter les Bucks. Et ça va pas manquer. Hein. La dernière équipe, c'est The Acclaim, une petite équipe heel plutôt fraîche sur le papier, puisqu'il y a Baxcaster qui fait des raps un petit peu comme John Cena à l'époque, en tchatchant un petit peu sur tous ses adversaires avec un bon flow, ça passe plutôt bien. Bowen, c'est un chouette catcheur, il s'est un peu blessé, on l'a pas vu ces dernières semaines, là il revient. Il n'est pas du tout mauvais dans le ring, c'est à voir. Et on est parti pour 9 minutes de match, vous en doutez bien, un petit bordel dans le ring où tout le monde n'a pas brillé de manière égale. Bon, on a un peu plus vu Brian Pillman et Griff Garrison qui me déplacent pas quand ils sont en action dans le ring. Très peu The Acclaim finalement, et même pour Kazarian et Christopher Daniels, c'est le spot final, hein, où ils vont faire un blind tag pour pouvoir récupérer l'avantage dans un match qui a été particulièrement bien dominé, j'ai trouvé, par Jungle Boy et Luchasaurus. On a beaucoup vu Luchasaurus en action ce soir. Victoire, voilà, après la combinaison, le Best Moonsault Elver et l'espèce de pile driver de la part de Kazarian. Victoire de SCU qui iront affronter les Young Bucks la semaine prochaine. C'était totalement à prévoir. Voilà. Un promo clip, et là je pense que c'est nécessaire, on peut pas faire autrement. La semaine prochaine, les portes interdites s'ouvrent encore un peu plus puisque Jon Moxley défendra son championnat IWGP US Championship, son championnat des États-Unis de New Japan Pro Wrestling. Et oui. Hein, voilà, il a le droit de le défendre contre Yuji Nagata en provenance de New Japan. Hein, il a fait le petit séjour depuis le Japon. Les mecs vont s'affronter, ça va être cool, ça va être très chouette, c'est totalement inédit. Il faudra un petit clip quand même pour présenter Yuji Nagata parce que t'as la télé, tu dis mais c'est qui Yuji Nagata? Donc il faut faire un clip, tu vois, pour donner un peu de backup. Et ce qui est peut-être un peu cool pour ne serait-ce que les commentateurs, Yuji Nagata, il est apparu sur la chaîne TNT à l'époque de WCW parce qu'il avait été, quand il était Young Lion du côté de New Japan, il était en prêt du côté de WCW. Et il s'était établi ainsi aux côtés de Sonny Ono, son manager, et il a affronté des Rey Mysterio, des Ultimo Dragon. C'était assez chouette. Chris Jericho aussi. Il y a des chouettes matchs avec Jericho, avec Malenko, avec tout le gratin hein, de cette WCW qui était fantastique. Donc la semaine prochaine, Yuji Nagata, Jon Moxley. Là aussi, quand tu connais un peu les backups, c'est un match que t'as pas envie de louper. Tony Schiavone qui s'apprête à recevoir l'actuel champion Kenny Omega pour cette grosse annonce au sujet de son futur challenger numéro 1. Donc Kenny Omega qui arrive, qui en fait des caisses avec Michael Nakazawa, on porte toutes les ceintures, c'est un petit peu joli. Et Tony Schiavone lui annonce cash que la semaine prochaine, il y aura un match entre Orange Cassidy et Pac, qui sont les premiers respectifs, tu vois, au classement. Et Omega fait un truc génial, il dit « J'ai hâte d'affronter Pac ». C'est sûr, quoi. Si je peux affronter Pac, on s'est déjà affronté, on a déjà fait plein de matchs géniaux, c'est un des rares mecs en plus qui a su me battre. Vas-y, c'est acté, tu vois, ça va être super. Et justement, Orange Cassidy, lui, ça lui plaît pas, parce que de ce fait, il est totalement ignoré. Il va se pointer sous une grosse pop de la part du public, évidemment. Un Cassidy qui est ultra populaire pour son style qu'on lui connaît parfaitement désormais. Qu'est-ce qu'il fait, Kenny Omega? Il va dire, mais non, mais lui, non, c'est une blague, depuis qu'il est là, c'est... Faut arrêter de déconner, quoi. T'amuses un petit peu la galerie parce que les gens se reconnaissent facilement en toi, mais ça en fait pas de toi un champion. On s'identifie pas à moi tellement j'accomplis des choses fantastiques, tandis qu'à toi, tout le monde peut faire ce que t'es capable de faire en réalité. Donc un gros manque de respect pendant toute une chouette promo de la part d'Omega sur Orange Cassidy, où il va clairement, hein, tu vois, faire un taf fantastique pour mettre Cassidy encore un petit peu plus over, nous donner envie de voir le match, et c'est dommage parce que ça nous spoil, je pense, l'affiche de la semaine prochaine entre Pac et Orange Cassidy. Qui, je rappelle, s'était déjà affronté en pay-per-view, ça avait été totalement fantastique en termes d'ambiance. Ça va être quelque chose, ça va être très très bien reçu cette affaire. On part à la pub, il y a une autre entrevue après la pub, cette fois-ci avec The Best Man, Miro, anciennement Rousseff, qui depuis qu'il est dans la compagnie, il est en programme d'attente. Le mec, il patiente. Je sais pas, on verra bien quand est-ce qu'il sortira, tu vois, de l'ombre. J'étais paumé un petit peu dans la mid-card avec Kip Sabian dans un programme par équipe, mais de ce fait, ça nous a permis de nous frustrer et d'avoir envie véritablement de voir Miro, tu vois, tout défoncer. Et en plus, cette frustration, elle s'est fait ressentir dans l'évolution de son personnage, parce que là, il pète un câble, il en a marre, il veut avoir une opportunité au titre, et bien justement, on lui donne. Il affrontera Darby Allin la semaine prochaine, si, il y a une clause dans le contrat, si Darby Allin est en mesure de pouvoir catcher, on l'a vu, il s'est pété le bras. Mais si il peut pas catcher, Darby Allin, il va devoir rendre son titre vacant. Les mecs, ils rigolent pas là-bas. Chez WWE, des fois, t'as des mecs, ils peuvent pas catcher, ils sont blessés, tu peux attendre 2 mois avant qu'ils reviennent avant de défendre le titre. Là, même pas une semaine, le mec, s'il est pas là, vacant, quoi. Donc Darby Allin, qu'on surnomme l'homme qui ne veut pas mourir, qu'on ne peut pas tuer,
il va affronter l'homme qui s'est autoproclamé celui qui n'a pas peur de tuer les gens. Grosse promo de la part de Miro, un match qui me tardait de voir, et ça y est, là, All Elite Wrestling, c'est le truc que j'adore chez eux, c'est que, voilà, juste avant le main event, tu sais le programme de la semaine prochaine. Tu sais te hyper, et ça te donne envie d'aller regarder cette carte fantastique pour la semaine prochaine. Darby Allin contre Miro, Orange Cassidy contre Pac pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Kenny Omega, les Young Bucks qui défendent les championnats par équipe contre SCU, hein, donc si SCU ils perdent, ça split. C'est peut-être même la fin de carrière de Daniels, hein, moi je le sens bien ainsi. Tony Schiavone, il interview Jade Cargill, qui continue de faire valoir un petit peu sa cote. Cody Rhodes aura une grosse annonce à faire au sujet de Double or Nothing. T'as envie d'être là? Et enfin, tu vois, John Moxley contre Yuji Nagata pour le championnat IWGP US. Bah voilà, je suis convaincu et je regarderai la semaine prochaine, je pense, comme beaucoup d'entre vous. On est parti, le main event, Inner Circle contre The Pinnacle pour les... Bah pour rien du tout, en fait, juste pour sceller la guerre. C'est MJF qui veut prendre la place de Jericho dans la hiérarchie, accomplir tout ce qu'il a fait mais beaucoup plus vite que lui. On va commencer avec 2 catcheurs dans le ring qui vont avoir 5 minutes l'occasion de se foutre sur la gueule, des entrées toutes les 2 minutes, et je le rappelle encore une fois, j'ai vu ce match moi sans les publicités, donc c'est-à-dire quand c'était la publicité aux États-Unis, l'action se déroulait, tu vois, sur la vidéo moi que j'ai visionnée. Donc ça m'a pas niqué l'action, mais je peux comprendre vu le nombre de pubs visiblement qui a été annoncé. Je pense qu'il y en a peut-être eu quelque chose comme 6. Ouais, c'est lourd. C'est hyper lourd, tu vois, de se bouffer ce match avec autant de publicité. J'ai pas fait gaffe si les timings étaient bien respectés entre chaque entrée, peu importe. Dax Harwood, donc anciennement Scott Dawson, et Sammy Guevara, qui va voler le show. Sammy Guevara, il va voler le match, hein, c'est lui qui va avoir les spots les plus impressionnants. Énorme babyface, grosse ovation hein, pour tous les membres du Inner Circle. C'est fou de voir, d'entendre en tout cas des réactions du public aussi vives pour des babyface dans la compagnie, eux qui ont tourné face il y a vraiment très peu de temps. Enfin, ce qui est cool et ce qui est pas forcément cool, c'est qu'il va y avoir en effet, comme le titre l'indique, un Blood and Guts, du sang et des tripes, il va y avoir du sang, mais tu sais jamais vraiment, tu vois, sur quoi précisément. Les mecs des fois saignent avant de s'être pris, tu vois, un coup de chaise. C'est Shawn Spears qui va rentrer le numéro 3, il va mettre des coups de chaise, mais soit les mecs vont pisser le sang avant, soit ils vont pas pisser le sang, et d'autres vont pisser le sang pendant le match, sans que tu saches sur quoi. Ça m'a un peu déstabilisé, je me suis dit, il y a peut-être un peu trop de gratuité, enfin bref, je pinaille bien entendu, mais vous m'aimez pour ça également. Ça s'équilibre bien entendu, puisque l'entrée suivante, ça sera dans un premier temps Ortiz, de l'équipe Proud and Powerful, qui est plutôt cool. Les mecs Proud and Powerful, Ortiz et Santana vont se faire des maquillages. On est le 5 mai, je sais pas si c'est en lien avec Cinco de Mayo, bon c'est mexicain, eux ils sont portoricains, donc en fait ça fait pas énormément de sens, je sais pas, s'il y a Cinco de Mayo partout ou pas du tout. L'arrivée de Wardlow est superbe, Wardlow qui est imprenable, qui est vraiment buildé très très fort. Quand il rentre au ring, directement c'est tout, les babyface qui se mettent autour de lui, il les repousse tous. C'est un peu fou. C'est dommage parce que ça je crois que ça arrive pendant la pub, c'est ce petit angle là. Et après Wardlow va devoir, tu vois, essayer de résister jusqu'à l'entrée de Jack Hager, qui est le gros balèze, anciennement Jack Swagger, du côté du Inner Circle. Donc les confrontations entre Wardlow et Jack Swagger sont un peu cool, tu vois que ça part, les mecs chacun dans un ring, face-off, ils s'affrontent, ils se mettent sur la gueule. C'est un peu chouette. MJF arrive un petit peu en bâtard. Bien entendu, il arrive quand son clan est un petit peu en domination. Quand Jericho arrive, en fait, ils se sont démerdés pour que les deux clans soient chacun sur un ring pour faire, tu vois, le gros face-off 5 contre 5. Donc, ce qui fait que, tu vois, ça déséquilibre pas mal les intentions, tu vois, dans la construction du match. À partir de là, j'ai trouvé qu'on a eu une très très longue phase d'attente jusqu'au final, puisque j'ai pas eu l'impression que personne avait envie de gagner le match. Et ça va être une énorme domination de la part d'Inner Circle. C'est un peu fou, quoi. Il y a le FTR qui vont essayer, tu vois, d'enlever des éléments du ring pour exposer le plancher, pour porter les pile drivers, et finalement c'est eux qui vont se faire avoir leur propre piège. Et pendant, mais alors hyper longtemps, à part un petit comeback de Wardlow pour rigoler, c'est Inner Circle qui met une branlée à The Pinnacle, mais ils cherchent pas à les faire abandonner. Ils cherchent pas, tu vois, à les faire soumettre ou autre. T'as pas l'impression que les mecs cherchent à gagner, j'ai l'impression juste qu'on essaye un peu de perdre du temps. Et c'est un peu dommage. Mais il y a une ambiance de fou par contre. Donc là, tout de suite, ça éclipse. Et MJF, ça va être le tournant du match, va avoir l'opportunité de quitter le ring, enfin de quitter la cage, grâce à Tully Blanchard qui va attaquer un arbitre pour récupérer les clés. Ils s'en bat les couilles, Tully Blanchard, il va attaquer un arbitre, tu vas voir, il va pas avoir d'amende, hein, lui, pour avoir attaqué un arbitre, pas de suspension, rien du tout. MJF, il se casse, il monte au sommet de la cage, et ça se fait pendant la pub, pour les Américains. Je trouve ça un peu bizarre. Chris Jericho, il est parti, il l'a suivi. D'ailleurs, vu qu'on est à la pub, Jericho, il va pas tout de suite monter sur la cage. Le mec, il commence à grimper. Et il y a plein de plans sur lui où il attend. Tu sais, où il chauffe un peu le public parce que, bah, forcément,
Si c'est pendant la pub, bah je vais pas monter tout de suite. Et pendant ce temps-là, bah, MJF, il est en haut de la cage, il se repose, et il y a très peu de plans sur l'action qu'il y a dans le ring. Et d'ailleurs, pour cette dernière partie du show, qui va être, elle, intégralement diffusée, il y a que les plans, tu vois, entre Jericho et MJF, et quand c'est entrecoupé par des plans de ce qui se passe dans le ring, ça dure jamais plus de 2 secondes, et t'as toujours pas l'impression que les mecs se battent pour essayer de gagner quoi que ce soit. C'est ça qui me rend fou. Face-off entre Jericho et MJF sont totalement fous. Jericho qui va réussir à porter son Walls of Jericho sur MJF du haut de la cage, ça fait vraiment une image fantastique et une grosse réaction de la part du public, mais Jericho commet une erreur, il reste un petit peu trop les jambes écartées, dirons-nous. Il va se manger un low blow qui va permettre à MJF de revenir, de porter sa clé de bras, sa prise de soumission. Jericho va résister énormément, il y a beaucoup de plans sur la gueule en sang de Jericho, la gueule en sang d'MJF. Si Jericho il se prend un coup avec la bague, il met sa bague à un moment MJF pour remettre un gros coup à Jericho, je crois qu'il se blade à ce moment-là. MJF aperçoit, tu vois que il y a un peu de hauteur, il se dit ça pourrait être pas con que je balance Jericho du haut de la cage. Et là, il y a ce gros plan un petit peu drama, tu vois, parce que les mecs d'Inner Circle, vu qu'ils dominent depuis approximativement 30 minutes, mais ils sont incapables de gagner le match, ils s'aperçoivent, tu vois, que Jericho il est en danger là-haut, qu'il peut se faire balancer du toit par MJF. C'est Sammy Guevara qui va crier c'est bon, on abandonne, on se rend. La cloche sonne, et il n'y a pas de réaction de la part du public. Déjà, ça fait un finish méga plat. C'est très flat. Ça... Bon... ok, donc le Pinacle a gagné, ce qui pour moi est une bonne décision. Mais, et à ce moment-là, vu que tu nous teases les choses de la sorte, c'est le truc à faire. MJF, c'est un gros salaud, il y a 60 000 plans sur sa tronche, on se doute bien qu'il va pas en rester là et qu'il va balancer Chris Jericho du haut du toit, malgré que tout le monde fasse « Non, fais pas ça, tout ça !» Et il balance Chris Jericho du haut de la cage. Le problème, c'est que cette chute... Cette chute, elle est à l'image un peu, tu vois, du pétard mouillé. C'est-à-dire que Jericho, il a atterri sur une espèce de faux sol métallique qui était en fait un camouflage pour assurer tranquillement, tu vois, la chute de Jericho sans qu'il y ait trop d'encombre, trop de douleur. Moi, ça me dérange pas hein, qu'on protège, bien entendu, un mec de 50 ans, on va pas lui demander de mourir et de tomber sur un truc improbable. Je pense pas, tu vois, qu'on aurait eu autant de sel à l'époque sur la chute de Rikishi dans le Hell in a Cell contre l'Undertaker. C'est bien hein, que Rikishi il est tombé sur un matelas lui aussi, hein, que tout allait bien avec le foin. Il y a peut-être d'autres manières un petit peu de le gimmicker ou peut-être jouer, tu vois, sur un angle de caméra, mais même, j'ai même pas envie, tu vois, de partir sur ce terrain-là, parce qu'ils nous ont mis 60 000 replays, donc c'est totalement assumé de la part de All Elite. Est-ce qu'on avait besoin de faire un truc aussi spectaculaire à la fin, aussi sensationnel ? Et ce que je reproche, tu vois, à la construction du match, et pourtant, tu vois, c'est une force hein, des mecs de chez All Elite, de bien construire les matchs et de leur donner beaucoup de sens. Est-ce qu'on aurait pu amener autre chose pour rendre MJF cruel ? Je pense qu'on n'est pas obligé de faire tomber quelqu'un du haut d'un toit, enfin, obligatoirement, tu vois, pour que ça soit spectaculaire. Surtout que, bah, de ce fait, ça fait un peu pétard mouillé, il y a eu quelques huées. Il va pas y avoir Tony Khan en plus de ça qui va nous dire non mais en fait c'est Jericho, c'est lui qui avait construit cette structure pour amortir une potentielle chute. Et bah bien entendu MJF il l'a lancé de ce côté-là. Non ça ils l'ont pas fait. Donc ça va faire parler, ça va faire jaser et ça va même, cette fin de match elle a totalement occulté la place sur les réseaux sociaux de la qualité du match en elle-même. C'est un peu dommage. Donc on en ressort encore d'une fois, tu vois, de ce show en se disant Et MJF, il y a 60 000 plans sur lui qui sont fantastiques, qui sont cultes déjà, sur lesquels tu peux faire des t-shirts. Juste là, tu vois, je peux vous faire un condensé de photos avec toutes les images que j'ai capturées, tu vois, du show. Et à chaque fois, tu vas dire MJF, là, avec la gueule en sang, c'est pognon à fond la caisse. Donc au moins, pour construire ça, c'est cool, c'est super. Il va falloir occuper le terrain et faire de la place, justement, pour bâtir MJF. Parce que si Miro, là, il prend le titre à Darby Allin, bah c'est pas là où tu pourras amener MJF. Et bah, tant que Kenny Omega il doit raconter son histoire avec les ceintures, MJF Cody, je sais pas, on découvrira la semaine prochaine. All Elite Wrestling, Dynamite, il n'y aura pas de recap. Bah non, il n'y aura pas de recap, c'est exceptionnel ce soir. Ah ouais mais je préfère terminer tu vois sur une note négative, mais bon, peut-être changer d'avis, je sais pas. Si All Elite Wrestling c'est si over, je vais regarder un peu combien il y a de pouces bleus sur cette vidéo, ça vous plaît. Hein, de toute façon vous êtes déjà barrés. Ils se barrent toujours. Dès que j'ai fini de parler du dernier match, les gens se barrent. Et c'est là que je demande les pouces bleus. Tant pis, hein, je devrais le faire comme tous les youtubeurs en début de vidéo. Comme je le fais aussi des fois, hein, c'est sûr. Mais bon, libre à vous. Si vous avez aimé cette review, il y a de l'intérêt autour d'un All Elite Wrestling Dynamite Recap chaque semaine. Et c'était un plaisir en tout cas de venir vous en parler. Sur un autre ton, peut-être un peu plus détendu, mais c'est bien, ça va peut-être me soulager. Si j'ai cette petite possibilité de souffler sur une review un peu plus longue, pourquoi pas la reproduire chaque semaine.
C'était Sturi. Ciao, bye bye. Et tout le monde reste fort. Oui, sauf le finish de fin, on est d'accord. Mais bon. C'était Sturi. Ciao, bye bye.